Alors bonjour à tous et merci de venir m'entendre pour ces journées du patrimoine. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de vous présenter mon sujet de thèse, mais de le faire à la manière d'une promenade dans Paris, entre le Paris d'hier et le Paris d'aujourd'hui, pour vous faire découvrir donc l'œuvre de Jean-Baptiste Plantard. Alors Jean-Baptiste Plantard, c'est un sculpteur ornemaniste, donc il naît en 1790. Il sculpte des décors, des ornements bien sûr, mais aussi il fera de nombreuses restaurations. Il travaille pour le compte de rois, donc Charles X, Louis-Philippe, mais aussi sous les ordres d'architectes de renom comme Pierre-Léonard Fontaine, dont je vous parlerai un petit peu après. Et donc les réalisations de Plantard, elles sont disséminées un peu partout dans la capitale, et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors la première image que je vous montre, c'est celle du passage Sainte-Marie. Alors je doute que vous reconnaissiez l'endroit, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de la rue Paul-Courrier qui se situe à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue du Bac. Et en voyant ce dessin, on a bien du mal à imaginer un endroit aussi végétalisé qu'il ne l'était au XIXe siècle. Alors revenons à Plantard. Il est fils et petit-fils de sculpteurs. Durant son enfance, il réside faubourg Saint-Antoine, qui est alors le quartier des artisans. Il fait son apprentissage auprès de son père, puis à l'école des Beaux-Arts, où il côtoie de nombreux artistes qui vont compter dans la première moitié du XIXe siècle. Vers 1815, il s'installe passage Sainte-Marie, donc un espace qui était en réalité le lieu d'un ancien couvent, le couvent des filles de la Visitation Sainte-Marie, qui datait du XVIIe siècle, un couvent qui est démembré puis vendu à la Révolution, comme bon nombre de biens du clergé à ce moment-là, et ce qui explique peut-être l'aspect très champêtre du lieu au XIXe siècle. Donc Plantard, il va demeurer passage Sainte-Marie toute sa vie, jusqu'en 1879. Et par cette rue, et aussi par le biais des archives, dont je vous passe le détail, on va pouvoir observer l'ascension du jeune sculpteur, puisque au début de sa carrière, il loue son logis passage Sainte-Marie, puis ensuite il achète un immeuble pour la somme de 25 000 francs, puis il devient rentier à la fin de sa vie. Il va louer les autres étages de son immeuble et il va aussi vivre des actions qu'il achète en bourse. Alors, le second lieu que je vous présente, c'est le cimetière du Père-Lachaise. Alors, au début du XIXe siècle, plusieurs cimetières sont créés à l'intérieur de la ville de Paris, dont un des plus grands est le cimetière du Père-Lachaise. Il ouvre ses portes en 1804 et se peuple, si l'on peut dire, de nombreuses sépultures avec des personnages très illustres. Alors, la sépulture que je vous présente est celle de la famille Frochot, dont le personnage le plus illustre est Nicolas Frochot, qui était haut fonctionnaire, haut conseiller d'État, mais aussi premier préfet de la Seine. Et c'est donc un personnage important, et c'est notamment lui qui a acheté les terrains pour le compte de la ville de Paris, afin d'y établir les cimetières dont je vous parlais à l'instant. Donc, Nicolas Frochot se fait enterrer dans cette chapelle funéraire, d'assez grande dimension tout de même pour l'époque, et la chapelle coûtera 20 000 francs. Et ordinairement, ce style de réalisation assez cossu est le fruit d'une collaboration entre plusieurs corps de métier, donc en général un architecte pour superviser l'ensemble, ou un entrepreneur en maçonnerie, et aussi différents sculpteurs selon leur spécialité. Donc ici, la conception revient à Étienne Hippolyte Gode, qui est un architecte qui est à l'origine aussi de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à Paris. Les figures sont confiées à Nicolas Raggi, qui est un sculpteur de figures, donc, et les ornements sont le fruit du travail de Jean-Baptiste Plantard. Donc notre sculpteur est à l'origine du sablier ailé que vous voyez au sommet de l'édifice, mais aussi de l'urne drapée que vous voyez sur l'image. Alors, troisième image, vous reconnaissez peut-être les salles égyptiennes du musée du Louvre et vous vous êtes déjà peut-être demandé pourquoi de tels décors pour ces salles.
Alors je vous brosse l'histoire rapidement. Le palais du Louvre devient musée sous la Révolution. À l'avènement de Napoléon Ier, le couple d'architectes Percier et Fontaine est chargé de réaménager le palais. Et à cette occasion, des décors de l'ancien château sont déposés dans les réserves. Et c'est notamment le cas de la chambre de parade du roi Henri II et de la chambre de Henri IV. Et donc ces décors sont mis en réserve jusqu'à temps qu'on leur trouve une place plus appropriée. Et en 1829, c'est chose faite, puisque ces décors sont déplacés dans les salles que vous voyez à l'écran. Et un autre décor viendra les compléter. Celui-ci provient des appartements d'Anne d'Autriche au château de Vincennes, et c'est donc le salon Louis XIII. Donc on a une enfilade de 3 pièces qui sont donc le salon Louis XIII, donc qui est la première pièce que vous voyez à l'image. Ensuite, vous avez le salon Henri IV, qui est la pièce juste derrière avec l'alcôve, et la chambre de parade du roi Henri II, que vous ne voyez pas sur la photographie. Alors, ces décors ont été déplacés, installés dans ces salles qui n'étaient pas destinées à les recevoir, et donc il va falloir les réajuster à la taille, il faudra réajuster les boiseries à la bonne taille et faire quelques restaurations de circonstances. Et c'est donc Plantard qui s'en charge. Il restaure les décors, notamment une partie de la draperie de l'alcôve que vous voyez à l'arrière. Il crée des éléments de décor, comme les encadrements de fenêtres, des pièces de lambris si nécessaire. Et il n'hésite pas non plus à copier des morceaux de plafond existants pour d'autres plafonds dans d'autres pièces. Donc il s'agit vraiment d'une restauration dans le goût du 19e siècle, avec des éléments qui sont reproduits, d'autres copiés, de sorte que le visiteur ne puisse pas distinguer quel élément est du XVIIe siècle et quel autre est du 19e. Alors, autre lieu, je vous emmène désormais dans un palais disparu, le palais des Tuileries. Alors, petit rappel, Louis-Philippe monte sur le trône en 1830, il devient alors roi des Français et réside entre le palais royal et le château de Neuilly, qui sont ses résidences privées. Mais bientôt, le nouveau roi est prié de s'installer dans l'antre traditionnel de la monarchie, donc à savoir le palais des Tuileries, et il charge de nouveau Fontaine de réaménager le palais afin d'en faciliter l'usage, mais aussi les communications. Il fait donc supprimer l'ancien escalier pour faire construire celui que vous voyez à l'écran. Et c'est donc Plantard qui se charge du décor, un décor qu'il conçoit avec face, puisque c'est un escalier royal qui doit impressionner les visiteurs de la cour. Et le décor qu'il réalise est assez voisin du décor qu'il a réalisé à la Galerie des Batailles à Versailles, avec notamment des figures de renommée qui évoquent la gloire du souverain, et aussi des bas-reliefs avec des trophées d'armes un petit peu partout dans l'escalier. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas voir ces décors dans le détail, puisque et les décors et le palais a été détruit durant l'incendie de la commune en 1871. Je vous emmène désormais aux portes de Paris, porte Maillot. Alors certains d'entre vous vont peut-être reconnaître la chapelle de la Compassion, anciennement chapelle Saint-Ferdinand de Neuilly, que l'on voit difficilement depuis la porte Maillot, puisque se dresse devant elle le palais des Congrès. Mais pourtant, cette chapelle, elle a une histoire vraiment atypique, puisqu'elle a été commandée par Louis-Philippe et son épouse, toujours à l'architecte Fontaine, pour honorer la mémoire de leur fils décédé, le prince Ferdinand Philippe, qui est décédé d'un accident de voiture juste à cet emplacement. Donc Plantard est chargé des décors extérieurs et intérieurs. On y voit des motifs d'inspiration byzantine, notamment des croix, des rosaces, et à l'intérieur, on voit surtout le chiffre du prince défunt. Le tout est supposé d'une inspiration byzantine, mais avec une ample réinterprétation du XIXe siècle. Et la chapelle a été commandée avec beaucoup de soin, puisque les vitraux sont de la manufacture de Sèvres, d'après des dessins de Ingres. À l'intérieur de l'édifice, on peut voir des sculptures de Henri de Trichetti, et même la sœur du défunt, Marie d'Orléans, a donné des dessins pour le cénotaphe. Et sachez également que cette chapelle a été déplacée dans les années 70 pour construire le Palais des Congrès. Alors j'arrive malheureusement au dernier point de mon exposé, la fonte de fer. Alors à Paris, au début du XIXe siècle, et particulièrement sous la monarchie de Juillet, se développe l'usage de la fonte de fer dans le quotidien des Parisiens.
Plusieurs fondeurs se partagent le marché et Jean-Baptiste Plantard va donner des modèles pour ces fondeurs qui vont ensuite commercialiser les pièces et notamment sous forme de catalogue. Alors les dessins que vous voyez à l'écran, ce sont plus ou moins les dessins préparatoires de Jean-Baptiste Plantard qui sont conservés ici à la bibliothèque de l'INHA. Alors ces catalogues, ils sont relativement modernes puisque une grande partie des pièces est personnalisable. Vous en avez un exemple en bas à droite où vous avez des modèles pour des barrières d'appui pour des balcons. Vous avez aussi un banc au décor végétal qui peut être installé dans un jardin ou dans une cour. Et vous avez également une fontaine. Alors Plantard va réaliser de nombreux modèles de fontaines, notamment pour le fondeur Dussel. Et si vous voulez voir ce style de fontaine, il suffit à la sortie de la bibliothèque, vous avez un jardin et vous avez une fontaine un peu dans cet esprit. Merci à tous de m'avoir écouté et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bon, merci beaucoup Justine Guin pour cette promenade parisienne à travers l'œuvre de Jean-Baptiste Plantard. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des interrogations sur cette œuvre ? Je m'approche de vous, mais voilà, je vous tends le micro. Merci. Et est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a quelque chose que vous trouvez de très particulier dans les travaux de Plantard, quelque chose qui vous a attiré l'attention ou quelque chose qu'on pourrait rechercher quand on voit quelque chose de lui ? Alors c'est assez difficile à dire puisque justement tout le paradoxe de Jean-Baptiste Plantard, c'est d'être à la frontière entre artiste et artisan. Donc c'est difficile de dire qu'il n'a pas vraiment un style propre, il est plutôt exécutant de commandes. Et donc il va faire des décors surtout donc néo-gothique, néo-renaissance, néo-Louis XIV, néo-Louis XV. Et on ne lui connaît pas vraiment d'œuvre personnelle où on voit la trace d'une réflexion personnelle. Donc c'est assez difficile à dire. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui, je viens vers vous également. Je vous tends le micro. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors j'ai fait mon mémoire de recherche en master sur des sculptures au château de Versailles et il se trouve qu'il avait fait un des socles et donc j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'il avait fait beaucoup d'autres choses et qu'il n'avait pas été étudié et donc ça m'a intriguée et j'ai choisi de travailler sur lui. Et ce qui est le plus passionnant, c'est qu'il a fait vraiment des décors dans tous les palais qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit au Louvre, à Versailles, à Fontainebleau. Et ça permet de redécouvrir ces palais qu'on connaît déjà, mais qu'on ne connaît pas forcément dans le détail. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi. Alors vous avez évoqué rapidement les albums de dessin qui sont conservés ici à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces volumes et ce qu'ils nous permettent de savoir de l'œuvre de Jean-Baptiste Plantard ? Alors la bibliothèque conserve 6 albums de dessins qui ont été probablement reconstitués après sa mort, c'est encore incertain. Il y en a 4 qui sont numérisés, donc que vous pourrez aller voir en ligne. Et alors c'est assez divers ce qu'on y trouve, c'est pas forcément chronologique. On y trouve beaucoup de modèles pour la fonte de fer, comme ce que je vous ai montré, mais on y trouve aussi des dessins préparatoires pour des décors à Versailles. Et ça permet, notamment pour Versailles, quand on n'a pas les archives et qu'on essaye de comparer les dessins préparatoires avec les décors qui existent, ça permet d'attribuer certains décors à Jean-Baptiste Plantard. C'est aussi le cas pour les Tuileries, Fontainebleau aussi de mémoire. Et c'est assez intéressant. Et en fait, pour pouvoir identifier ces décors, il faut vraiment connaître visuellement tous ces dessins qui sont conservés à l'INHA. Merci. Je vois une autre question qui vient vers nous. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir des fontaines de Plantard dans Paris, à part peut-être celle qui se trouve à proximité, mais si j'ai bien compris, elle n'est pas de Plantard lui-même.
Alors, c'est assez difficile puisque donc les fondeurs, à cette époque, quand ils livrent une fontaine, ils ne mettent pas du tout en avant l'artiste qui l'a réalisé. Donc, pour les fontaines, vous trouverez le nom du fondeur, mais pas de l'artiste. Et il y a aussi plusieurs... Plantard donne des modèles, mais ces modèles peuvent être combinés avec des modèles d'autres artistes. Et donc, c'est assez compliqué de dire cette fontaine est de Plantard. Mais on peut quand même estimer que, surtout dans les années 1840, par exemple, les fontaines pour le fondeur d'Ussel, il y en a beaucoup qui pourraient être de Plantard, mais pour l'instant, c'est assez difficile à définir. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Je me rends compte que je me tourne toujours du même côté du public, donc n'hésitez pas à m'interpeller, même si vous êtes loin. Je tendrai l'oreille pour entendre votre question. Non? Je rejoins un peu la question de tout à l'heure sur ce qui caractérise peut-être Plantard en tant qu'artiste. On comprend qu'il travaille toujours avec d'autres artistes. Alors, est-ce que lui-même a un atelier? Comment se font ces liens avec les autres artistes? Est-ce qu'il participe à l'élaboration des œuvres ou est-ce qu'il est plutôt exécutant? Alors oui, il a un atelier, donc passage Sainte-Marie. Dans son atelier, il va prendre en apprentissage, on va dire, plusieurs sculpteurs. Il a l'air d'avoir aussi des ouvriers à la journée, qu'il paye à la journée. Et pour ce qui est de la conception des décors, par exemple, pour la Galerie des Batailles à Versailles, donc on conserve les dessins de Frédéric Neveu pour le plafond. Et donc Frédéric Neveu donne la direction des décors avec certains ornements qu'il veut placer à certains endroits. Mais l'exécution dans le détail, elle est laissée libre à Jean-Baptiste Plantard. Et pour des décors moins importants que la Galerie des Batailles, je pense qu'on lui laisse un peu le champ libre, sachant que par exemple pour des décors d'escalier ou des décors de plafond, il y a quand même une certaine syntaxe à respecter. Donc c'est pas toujours la même chose, mais il y a vraiment des choses qui se retrouvent et qu'on peut retrouver dans toutes ces exécutions. Merci. Pas de dernière question? Alors, je vous laisse applaudir chaleureusement Justine Guin.